enjeu majeur pour la française et les Français, et qu'il est donc important, je dirais, d'avancer et d'inscrire et de travailler sur des trajectoires et de faire en sorte que le logement dans lequel nous vivons, nous passons beaucoup de temps, nous élevons nos enfants, nous passons effectivement des enjeux de santé, des enjeux d'éducation, nous créons des familles, mais il y a aussi des enjeux environnementaux et de pouvoir d'achat derrière. C'est un sujet majeur pour les Françaises et les Français. Et donc, bien entendu, parmi tous les acteurs qui tournent autour du logement, il y a les diagnostiqueurs. Donc, j'ai fait connaissance avec les diagnostiqueurs il y a déjà plusieurs années. Et c'est vrai qu'en janvier, j'avais lancé cette démarche. J'avais écrit à toutes les associations et fédérations qui travaillent sur les DPE pour les interroger sur l'enjeu de la création éventuellement d'un ordre, Mhm. voyant depuis pas mal de temps qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, une organisation qui est très diverse et qui avait beaucoup de débats en interne chez les professionnels, mais aussi dans le grand public, en particulier aussi avec les journalistes et les médias. Et ça m'intéressait de voir comment on pouvait essayer de structurer ce métier qui me semble essentiel et important, parce que je considère que lorsqu'on a un bien immobilier, en particulier lorsqu'on est propriétaire, que connaître l'état de son bien immobilier comme on connaît l'état d'un véhicule, c'est indispensable. Voilà, je crois qu'il est important que les Françaises et les Français aussi rentrent dans ce paradigme-là, hein, qui est d'avoir connaissance et conscience qu'un bien immobilier, ce n'est pas n'importe quoi. Même si ce n'est pas nous qui vivons, même si ce sont des locataires ou qu'on le met gracieusement à disposition de membres de la famille ou autres d'ailleurs, qu'on a une responsabilité. Voilà. Et je pense que cette trajectoire du DPE, qui existe depuis un an, début des années 2000, hein, et qui s'inscrit est un acteur majeur pour arriver voilà, à faire en sorte de rassurer tout le monde. Donc, j'avais lancé en janvier, ça a été repris, comme vous l'avez dit, par Madame la ministre, effectivement, lorsqu'elle a fait le tour de table sur plusieurs annonces qui ont été faites, du réglementaire en particulier, et elle a repris donc cette initiative de l'ordre en lançant aussi une mission en parallèle qui est menée par un de mes collègues, Daniel Labarre. Voilà. Mais j'ai souhaité poursuivre les échanges que j'avais et rendre, je dirais, un document plus qu'un rapport, puisque ce rapport n'a pas de valeur, je dirais, gouvernementale ou forcément que législative. Mais en tout cas, ce que j'ai souhaité, c'était restituer le rendu des échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs qui tournent autour des diagnostics, mais aussi alerter sur quelques points à venir. Et en particulier, vous avez vu qu'il y a des grandes parties sur aussi les normes européennes, le DPE européen qui va arriver. Donc, depuis d'ailleurs, je vois que depuis début juillet, ça commence à être repris, y compris par des fédérations et d'autres. Donc, tant mieux. Et puis par des médias, parce que je pense qu'il y a un véritable sujet. Donc, c'était un enjeu. Et bien sûr, rester sur cette idée initiale qui était comment on organise et comment on fait en sorte que cette profession qui est essentielle puisse évoluer en qualité, puisse pouvoir, je dirais aussi, attirer de nouvelles compétences et de nouveaux diagnostiqueurs, parce que je pense qu'on a besoin voilà, d'avancer et en restituant, bien entendu, dans ce rapport, des idées qui sont à débattre. Tout n'est pas forcément bon, tout n'est pas forcément à reprendre, bien entendu. Et tout peut encore évoluer. Puis alors, je continue à le faire évoluer en fonction des échanges que j'ai. C'est pour ça que ce matin aussi, c'est important, hein. J'ai beaucoup de diagnostiqueurs d'ailleurs qui viennent. Encore hier, j'en avais un autonome dépendant, on va dire, hein, qui est venu vers moi à travers les réseaux sociaux pour échanger, continuer à discuter et à débattre de certaines idées. Donc, je trouve ça très, très bien. Voilà, moi, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à avancer et à trouver. Voilà. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que j'ai souhaité continuer à travailler, que je souhaite continuer à travailler. C'est pour ça que je vous remercie de cet échange qui sera très important pour moi en partie. Voilà. Et j'espère pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le député, d'être avec nous, donc encore une fois. Alors, donc l'état des lieux de cette profession, je disais, vous évoquez une profession qui traverse une crise majeure. En quoi, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'elle traverse ces différentes problématiques, Monsieur le député? À plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a certainement un manque de confiance de la part des Françaises et des Français. Mhm. Alors, de confiance parce que ça a été souvent, je dirais, attaqué sur la fraude, sur les faux DPE, etc., qui est une réalité. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Alors, je vois souvent que c'est dit par les professionnels et quand un politique le dit, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut avoir voilà, le courage de le dire. Maintenant, il faut le remettre à sa part des choses. C'est minoritaire.
Et ce sont Mm. quelques acteurs. Et que de toute façon, le monde parfait, malheureusement, il n'existe pas. Donc moi, je ne m'arrête pas là-dessus. Je considère qu'il y a effectivement des difficultés, qu'il y a eu beaucoup de communication autour de la fraude et des faux DPE, mais qu'il est important de rassurer les Françaises et Français. Donc on y arrivera à travers justement le fait de partager l'intérêt, je pense aussi, de ce que c'est qu'un DPE et pourquoi il est important pour tout le monde et aussi pour les Françaises et les Français. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon objectif et comment on arrive à organiser ça. Alors après, ce qui complexifie aussi, je dirais, la profession, à mes yeux, hein, quelqu'un d'externe, d'élu, c'est qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de fédérations. Oui. J'ai l'impression, à une époque, j'avais presque l'impression qu'il y en avait une qui se crée toutes les semaines. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'organisations qui se mettent en place. Quelque part, ça peut montrer la richesse et la volonté des diagnostiqueurs de vouloir exister, de vouloir s'organiser, mais d'un autre part, d'un autre côté aussi, ça montre un éparpillement. Et cet éparpillement, c'est sûr que lorsqu'on est élu ou lorsqu'on est, je pense à la ministre, hein, en particulier au gouvernement, c'est compliqué d'avoir plusieurs interlocuteurs et surtout que et ces interlocuteurs, moi, tel que je l'ai vu, hein, et tel que je sens les messages que je reçois, ont du mal à travailler ensemble. Voilà, pour le dire gentiment. Moi, j'ai toujours un franc-parler direct. Hein. C'est vrai que dès que je vais en recevoir un, les autres qui m'attaquent parce que j'ai reçu celui-là qui, soi-disant, n'est pas bon. Voilà, moi, je dis, je suis là pour discuter avec tout le monde et échanger avec tout le monde. Je n'ai pas d'avis à donner. Je suis là pour essayer de comprendre et d'améliorer. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a quand même des tensions dans l'organisation de la profession. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la proposition que j'ai faite en termes d'évolution de l'organisation, j'ai donné deux phases. Une première avec une responsabilité de l'État qui est d'organiser, de redonner confiance à cette profession. Donc, c'est ça, à travers les enjeux de formation. Donc, il y a une mission aussi qui est menée par Henri Buzicazo sur tout ce qui concerne la formation. Les enjeux de création d'une fédération ou d'une organisation, en tout cas, qui permet bien sûr d'avoir un diagnostiqueur, mais aussi d'avoir, ce qui est important pour moi, c'est les satellites. C'est pour ça que j'ai parlé des notaires, des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier, pour vraiment avoir une instance de débat avec tous ceux qui, bien sûr, les professionnels des diagnostiqueurs, mais aussi tous ceux qui travaillent autour, qui ont besoin de travailler autour des diagnostics. Donc, c'est cette phase qui me semble importante pour donner confiance, que l'État, bien sûr, et c'est ce qui est fait par le gouvernement et la ministre, continue à lutter contre la fraude, parce que bon, il faut le faire et qu'ils ont raison de le faire, mais ça sera un combat, de toute façon, toujours. Hein, il y aura toujours, comme je l'ai dit, le monde parfait n'existe pas, donc c'est normal qu'on avance là-dessus. Et ensuite, si on arrive à organiser ça, si on arrive à stabiliser, je dirais, la profession, à donner des perspectives, à ce moment-là, peut-être que la profession sera suffisamment, je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais on va dire suffisamment mature pour pouvoir se prendre en charge et donc mettre en place un ordre. Pourquoi un ordre? C'est pour que justement que ce soit les professionnels et les diagnostiqueurs qui décident de leur formation, de leur contrôle, de l'organisation de la tarification, voilà, de toute organisation de leur filière, ce qui me semblerait à terme être pourquoi pas une bonne solution, mais euh, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce rapport en donnant quelques années, des perspectives de calendrier, c'est que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement à mes yeux, mais on peut en débattre, hein, et c'est pas parce que je le pense que j'ai forcément raison, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le créer du jour au lendemain, le créer maintenant, ne serait pas, je pense, un gage de réussite, ni forcément une bonne chose pour la profession. Ouais, vous évoquiez l'éparpillement de sa représentation, ce qui est une réalité, effectivement, mais qui est aussi la conséquence de l'hétérogénéité de cette profession dans la taille de ses structures, hein. Dans le rapport, vous l'évoquez notamment, justement, dans des très petites structures, souvent des skieurs qui travaillent seuls, à côté de d'eux, des bureaux de contrôle, des réseaux très structurés. Comment est-ce qu'on aborde l'organisation de la structuration d'une telle profession? Ah ben ça c'est compliqué parce qu'en effet vous avez des fédérations qui regroupent des grosses structures qui sont plutôt globalement défavorables, enfin il y a un peu de tout, défavorables à l'organisation d'un ordre, Mm. l'impression de perdre un peu de pouvoir s'il y a un ordre, parce qu'effectivement, ils ont peur de peser en gros une seule voix, alors que derrière, ils ont beaucoup de diagnostiqueurs en termes de Mm. salariés, hein, par rapport à d'autres qui seraient indépendants. Mais je pense que tout ceci, on peut trouver des solutions. Vous avez l'ordre des pharmaciens, vous avez des pharmacies où il y a plein de pharmaciens, et des pharmacies où il y a un seul pharmacien. Ça n'empêche Mm. qu'ils ont quand même réussi à se prendre par la main et à travailler collectivement. Donc, il n'y a pas un modèle d'ordre. C'est là où il faudra, si on veut aller vers un ordre, travailler collectivement. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs solutions et que tout le monde peut trouver sa place dans la création d'un ordre.
Mais c'est vrai que quand je discute avec des grosses structures de plusieurs diagnostiqueurs, ils n'ont pas les mêmes difficultés, ils n'ont pas les mêmes attentes qu'un diagnostiqueur indépendant. Ça, c'est une réalité. C'est comme ça que la profession est organisée, mais je pense qu'il faut qu'elle reste comme ça. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve les solutions. On a besoin ben, voilà, de grosses structures, elles sont là, elles sont légitimes, elles font du bon travail aussi, mais on a aussi besoin d'indépendants qui sont légitimes, qui font du bon travail et qui ont envie d'être aussi peut-être sur des territoires, d'être attachés à un rythme de travail qui est le leur et à leurs clients qui sont les leurs. C'est pour ça que, quelque part, quand je parle aussi de tarification, de remettre un petit peu le ménage là-dessus, c'est aussi pour sauver quelque part les plus petits. Parce que quand je parle des appels d'offres, en particulier sur les bailleurs sociaux, avec le moins 10 ans et non pas forcément le mieux 10 ans, ça m'interroge. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce sont des points que j'ai souhaité reprendre dans le rapport parce qu'ils m'ont été remontés par des indépendants, essentiellement d'ailleurs, hein, qui m'ont dit, ben, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas forcément répondre et ils voient des fois des grosses structures qui peuvent répondre à des prix de quelques dizaines d'euros parce que derrière, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est les mêmes appartements dans des gros immeubles, des grosses résidences avec des centaines, voire peut-être un peu plus de lots, hein, on va dire quelque part, et donc forcément, ils jouent sur la quantité, non pas uniquement que sur la qualité. Et c'est là où il faut que la profession aussi aborde ce sujet. Voilà. Moi, quand je dis, je suis là pour essayer d'avancer, trouver des réponses, mais je n'ai pas forcément les réponses à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a là-dessus des choses à regarder entre tous les acteurs. Et c'est là où il faut aussi que tous soient sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des diagnostics, je pense, pour 20, 30 euros, comme on me l'a rapporté par certains diagnostiqueurs, quoi. Ouais. Alors, selon vous, alors je reviens sur l'ordre parce que c'est quand même évidemment une mesure extrêmement impactante et structurante pour notre profession, hein, bien sûr, et c'est quand même un sujet de réflexion depuis des mois là, au sein de notre profession. Vous voyez cet ordre-là à moyen terme, en tout cas à l'horizon 2028-2030, en deux phases, hein, monsieur le député. Oui, je pense qu'il y a d'abord besoin de remettre un peu d'ordre et d'accompagner, de redonner confiance à ce métier. Et ça, c'est ce que j'ai dit clairement, c'est la société du gouvernement et puis du Parlement aussi, bien entendu, puisqu'il y aura certainement Mm. des aspects peut-être législatifs qui nous remonteront, mais il y a aussi beaucoup de réglementaires. Donc je pense qu'on a besoin, c'est ce qui est en cours, qui a été lancé par le gouvernement et la ministre. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'il faut aussi travailler sur la formation, en particulier la formation initiale. Donc, c'est le rapport qui est en cours et donc ça va mettre forcément peut-être 2 ou 3 ans. Et avant de créer un ordre, il me semble que ces deux préalables sont importants. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le créer. Je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur, je dirais, ce que l'État attend de la profession, comment l'État accompagne la profession. Je ne voudrais pas qu'on dise on crée un ordre pour que l'État se désengage, vous voyez, et Mm. disent, bon, mais maintenant vous vous débrouillez, vous gérez la fraude, vous Mm. gérez vos trucs, etc. Non, je pense qu'il y a une responsabilité déjà de donner un cadre par l'État, de voir ce que l'on met dans l'ordre et quelles sont effectivement les conditions de réussite d'organiser la formation, les contrôles, etc. Et tout ceci va forcément prendre, à mes yeux, oui, je pense 2, 3 ans. Si ça en prend moins, tant mieux. Mais je pense que, puis vu le contexte politique national, Oui. j'espère que ce calendrier pourrait être déjà tenu. Mais voilà, après, si ça va plus vite, tant mieux. En tout cas, c'est, je dirais, ma proposition des consultations. Je sais que certains sont contre l'ordre, de façon générale. Alors, si la fédération ou l'organisation qui regroupe tous les acteurs et tous les satellites, je l'appelle comme ça, qui travaillent autour de cette profession, est suffisante et satisfaisante pour fonctionner et qui n'a pas besoin de passer à un ordre, on s'arrêtera là. Pourquoi pas? Si la première étape est largement suffisante et permet d'organiser toute la profession et d'avoir une organisation qui permet d'avancer, on pourra s'arrêter sur cette étape-là qui gérera effectivement l'organisation de la profession pour les années et les décennies à venir. Ouais. Beaucoup de professionnels hein, dans ce métier se plaignent depuis des années déjà d'une réglementation lourde, coûteuse. Je pense évidemment au dispositif de certification DPE et audit énergétique. Et ils s'inquiètent là depuis le mois de mars d'une complexité encore supplémentaire, d'une couche de réglementation avec la mise en place d'un ordre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais l'ordre, c'est pas l'ordre
qui va complexifier l'organisation. Au contraire, je pense que ce qui complexifie aujourd'hui, c'est peut-être les arrêtés ministériels, les évolutions permanentes, mais qui sont quelque part aussi un peu indispensables. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre parce que vous êtes sur un métier qui est très technique et qui est très Mm. réglementaire. Donc, il ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de réglementation derrière. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive aussi à travailler, à prendre conscience. Je le dis aux diagnostiqueurs, hein, en toute franchise, hein, c'est aussi un métier qui nécessite, qui nécessitera en permanence des évolutions. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je souhaite qu'en 2050, je dis souvent, je souhaite qu'en 2050, nous ayons le bâtiment bas carbone, que nous ayons la connaissance complète de nos logements, etc. Je pense que c'est cette trajectoire qu'il faut déjà que l'on partage. Et donc, cette trajectoire nécessitera, bien entendu, des évolutions permanente. Il ne faut pas qu'elle soit, il faut pas des marches en arrière, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'il faut le faire avec vous. Et ce que moi je propose, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce soit plus forcément que l'État qui avance, alors bien sûr en concertation hein, avec les professionnels, mais que ce soit vous qui preniez la main et qui donniez le rythme des évolutions et les évolutions que vous avez à prendre. C'est la force un peu de l'ordre d'une fédération. S'il n'y en avait qu'une, ça permettrait d'avancer là-dessus. C'est ça qui me semble important. Mais c'est un métier qui nécessitera en permanence des évolutions. En fait, je ne veux pas faire croire aux diagnostiqueurs que demain on arrêtera la réglementation, parce que c'est ce qui fait votre métier aussi. S'il n'y avait pas, moi je dis souvent, et je me bats contre celles et ceux, j'ai beaucoup de collègues, il y a des groupes politiques, vous le savez, qui aujourd'hui veulent supprimer les DPE, veulent supprimer Lausanne, veulent supprimer la RE2020, veulent tout supprimer, soi-disant parce qu'on, entre guillemets, ce que je dis souvent, excusez-moi du mot, mais on emmerde les Français. Non, on est là pour apporter des réponses aux Français. Donc, il faut qu'on le construise tout ça collectivement. C'est peut-être compliqué, mais je pense qu'il faut que justement on explique ce sur quoi on veut aller. Il faut qu'on vous le dise, il faut que le politique vous dise clairement ce qu'il attend de vous pour les décennies à venir. Et ensuite, on commence avec vous à le construire. Et puis, dès que vous aurez la capacité, la possibilité de le prendre en main, vous l'organiserez et vous le mettrez en place. Le politique sera juste là pour contrôler et vérifier, comme on le fait sur d'autres ordres ou d'autres organisations qui peuvent exister. Là, je tendance à dire, c'est pas mon rôle à moi, forcément, de définir ce qu'il doit y avoir dans un DPE. Là, j'ai sorti une PPL sur les bouilloires thermiques, etc. Mais c'est avec vous qu'il faut le faire. Voilà, moi, je mets des sujets politiques sur la table. Il ne faut pas demander à un parlementaire de valider si la norme 3CL elle est bonne ou pas bonne. Ça, c'est avec vous et avec la DHUP qu'il faut le faire. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ça marche. C'est ce que je Mm. dis quand je vois la DHUP, je dis, je veux que ça marche. Mettez-vous autour de la table, c'est pas normal que vous ne trouviez pas la solution avec les professionnels. Et c'est pas normal que quand il y a une solution ou des évolutions qui sont données par le ministère, les professionnels viennent me dire, mais ça correspond pas à ce qu'on attend. Voilà. Donc c'est là où l'ordre est peut-être très intéressant aussi à moyen et long terme. Voilà. Mm. Ouais. Vous avez évoqué les travaux d'Henri Buzicazo hein, sur la création possible donc, de ce cursus universitaire, sans doute à trois niveaux, il nous disait-il, puisqu'il était en webinaire avec nous en juin. Bac+2, Bac+3, Bac+5 a priori. Mais comment est-ce qu'on améliore réellement, plus globalement, là, cette formation des diagnostiqueurs? Je parle surtout de la formation initiale, mais aussi celle continue, qui est aussi importante pour un professionnel qui exerce un métier hein, quelconque, hein, de toute façon. Hmm. Oui, mais c'est toute une organisation, formation qui est en place. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns les autres. On a besoin de formation initiale pour ceux Hmm. qui arriveront directement après le bac à travers une formation parce qu'ils auront choisi de faire ce métier-là. Il y a ceux qui sont en formation continue parce qu'ils sont déjà sur le métier et qui veulent continuer à évoluer et qui concernera d'ailleurs tout le monde à l'avenir parce qu'il y aura forcément des évolutions. Et il y a effectivement tout ce qui concerne la validation des acquis d'expérience qui existe et qui doit continuer parce que c'est un métier aujourd'hui qui, je dirais, attire beaucoup de gens qui ont déjà eu d'autres carrières ou d'autres métiers avant, et tant mieux. Et c'est très bien, c'est toute la richesse de ce métier. Donc, moi, je pense que c'est tout un cursus, mais qu'il faut qu'il y ait vraiment ces trois piliers pour que ça fonctionne bien. Voilà. L'initial, continu et la VAE. Pour que derrière, nous ayons, je dirais, des diagnostiqueurs qui arrivent avec peut-être aussi des parcours très différents, mais ce n'est pas forcément gênant. Voilà, il n'y a pas un seul modèle. Je pense que tout le monde est capable, entre guillemets, de devenir diagnostiqueur, pas demain, mais après une formation ou après une validation des acquis d'expérience. Voilà. Mais il y a un potentiel très important et c'est un beau métier, je pense, pour celles et ceux qui demain veulent s'intéresser aux enjeux du logement et de la qualité de nos bâtiments et de nos logements. Hmm. Ouais. Parmi
vos 16 propositions là, qui donc sont contenues dans ce rapport, vous évoquez notamment ce qui me paraît assez important, c'est l'impact de l'IA et du numérique dans notre métier, comme dans tous les autres métiers d'ailleurs, de toute façon, mais notamment et bien sûr dans le contrôle et dans l'identification des fraudeurs, bien sûr, mais en quoi l'IA et le numérique peut changer la façon de faire des diagnostics immobiliers dans les mois et années qui viennent, selon vous? Alors, je suis assez, déjà naturellement assez fan de tous ces enjeux d'intelligence artificielle, de data center, de data space. Voilà, donc ça fait aussi quelques années que je milite pour qu'on ait. Alors, à l'époque, je parlais de data center parce qu'on était plutôt sur des formats de choses centralisées de toutes les Mm. données qui concernent le logement. J'ai toujours milité, j'avais parlé à différents ministères, j'essaie de passer de mobiliser la Caisse des dépôts pour qu'on arrive à créer une sorte de data center de l'immobilier dans notre pays, parce que pour tout le monde, pour vous, mais même pour nous élus, lorsque j'interroge l'ADEME, le CEREMA, les collectivités, le ministère, etc., pour avoir des données, quel que soit le sujet sur lequel je veux travailler sur le logement, il y a des données partout qui sont éparpillées par des professionnels, des notaires en ont d'autres, etc., mais qu'il n'y a pas d'interconnexion forcément et qu'il est très difficile de pouvoir avoir, je dirais, les éléments, les données qui nous permettent de prendre aussi les bonnes décisions. Donc je pense que c'est là aussi, c'est sur un dossier ambitieux qui va prendre du temps, mais j'ose espérer que nous arriverons à centraliser et en tout cas croiser, à minima à croiser les données. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de data space d'ailleurs, et j'ai fait justement pas mal d'interventions et je travaille aussi avec des associations et des réseaux et la Caisse des dépôts qui a lancé justement une sorte de data space du logement et de l'immobilier, comme il existe dans l'automobile, dans la médecine, dans d'autres secteurs, l'aéronautique, ce qui permet derrière eh bien, aussi de redonner l'importance de tous les enjeux liés au logement et à l'immobilier. Et donc, vous aurez une place importante là-dessus. Donc, un, c'est déjà pour savoir de quoi on parle. Ça sera quand même beaucoup plus facile lorsqu'on aura des données croisées et accessibles. Alors, tout ne sera pas accessible à tout le monde, mais chacun aura accès à ceux qui le concernent. En tout cas, ça sera pas mal et qu'on puisse, je dirais, améliorer. Et c'est vrai que je me suis permis de le dire aussi lorsque j'ai rencontré pas mal d'investisseurs. Je leur ai dit attention parce que tout ce que vous faites aujourd'hui sera un jour ou l'autre accessible à tout le monde. Voilà, il faut qu'on en ait conscience. De toute façon, rien n'est aujourd'hui de toute façon caché, quoi que l'on fasse. Tout finit par se savoir. Mais tout votre métier, comme d'autres d'ailleurs, c'est pas que le vôtre en particulier, mais tous les métiers, toutes les données et tous les diagnostics que vous faites en particulier sont connus et seront demain forcément beaucoup plus examinés que d'autres. Et c'est là où, bien entendu, ça sera sous forme de lutte contre la fraude, peut-être, ou en tout cas de données ou de pistes. Ça va servir en tout cas les services du ministère aussi d'identifier là où les contrôles doivent être apportés et voilà, là où il y a peut-être des problèmes, des difficultés qui peuvent être de plusieurs sortes. Ça peut être des enjeux de formation, ça peut être des enjeux de temps, parce que les Nautiques sont peut-être aussi submergés et il y a beaucoup trop de travail, donc de problèmes d'organisation, ou ça peut être purement volontaire. Bon, c'est là où il faudra faire la différence des choses et voir ce qui, effectivement, le problème qui est rencontré. Mais en tout cas, sachez que tout le travail que vous faites aujourd'hui, que vous avez fait déjà ces derniers mois et ces dernières années, sera forcément un jour ou l'autre identifié, croisé, mais il faut pas le voir comme quelque chose, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pas que votre métier pour votre métier. Hein, c'est pas sous forme de. Il faut pas le voir ça comme quelque chose. Souvent, les gens me disent, ah ouais, mais une fois de plus, on vient, la suspicion et tout ça. Je dis non, c'est tous les métiers qui vont rentrer comme ça. Tout. Moi, je suis député, j'étais maire avant, etc. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux dire, tout est voilà, public. Et c'est comme ça parce que le monde d'aujourd'hui va s'appuyer de plus en plus sur ces outils numériques. Et de plus en plus, il faudra qu'on avance. Donc, il faut voir le côté positif là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux le prendre et que ce soit vous qui fassiez des propositions, des solutions, des données que vous voulez croiser, de comment vous voulez l'organiser. Et c'est là aussi où l'ordre peut être intéressant, c'est qu'après, c'est à vous de prendre la main là-dessus. Alors, enfin, en tout cas, moi, je le souhaite, parce que plus vous prendrez la main là-dessus, allez, et moins le politique aura besoin d'intervenir aussi. Hein. Aujourd'hui, sur certains métiers, on n'intervient quasiment plus sur tous ces sujets-là, parce que ceux qui les gèrent, donc on a juste je dirais, un rôle de contrôle et d'animation. Voilà. Ouais. Dans ce rapport, vous évoquez aussi quelques pistes pour résoudre les problématiques de trésorerie, hein, Oui. notamment des petites entreprises. On le rappelle donc une majorité de toutes petites entreprises, notamment des seekers qui travaillent seuls, qui sont souvent fragilisés évidemment hein, sur le marché de l'immobilier. Vous évoquez notamment quelques pistes, notamment la création d'une assurance impayée ou la création d'un compte séquestre qui serait géré par le notaire.
Qu'en est-il? Oui, alors ce sont des pistes qui peuvent se cumuler, hein, mais Hmm. c'est vrai que moi, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un métier qui est important et tout métier mérite salaire, tout travail mérite salaire et celui-là en particulier. Voilà. Donc, si on veut avoir des gens qui fassent bien leur travail, il faut aussi qu'ils soient bien rémunérés. Donc, c'est important de leur garantir de lutter là-dessus. Donc, moi, j'ai rencontré quelques diagnostiqueurs, c'est pas énorme, mais qui m'ont fait part de problèmes d'impayés. Et Hmm. c'est vrai que quand vous êtes une petite structure, ben voilà, d'autant plus embêtant ou de délai de paiement. Donc, oui, ça, c'est le métier qui décidera s'ils veulent le mettre sous forme effectivement de garantie sur les impayés. Donc, ça veut dire c'est une forme de solidarité de toute la profession et de mutualisation hein, à créer là-dessus. Donc, ça peut être une question et ça peut être un sujet pour justement aider celles et ceux qui seraient le plus touchés par rapport à d'autres. Et ensuite, alors, les comptes séquestres, sur les notaires, en fait, si vous voulez, c'est quand même un peu compliqué parce que c'est vrai que ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça peut régler quelques problèmes. J'ai quelques notaires qui me disent que déjà, il faut appel à des diagnostiqueurs, ils les payent en direct. Mais Hmm. ça, c'est dans le cadre où le diagnostic n'a pas été fait avant l'acte notarié. Hmm. Parce que Hmm. bien souvent, quand vous mettez un bien à la vente, vous faites des diagnostics à ce moment-là. Et donc, forcément, vous n'allez pas attendre que le bien soit vendu. Vous ne savez pas quel notaire sera d'ailleurs le notaire qui prendra. Donc, c'est vrai que ça a forcément des limites. Mais en tout cas, voir avec les notaires, c'est pour ça que dans la fédération et l'organisation intermédiaire, je propose que les notaires soient là, parce que je pense qu'il y a des choses à travailler aussi pour que les notaires puissent aussi participer je dirais, à garantir en tout cas les DPE sur certains DPE, pas tous, mais en tout cas ceux qui passent après à travers des actes notariés et pourquoi pas trouver une organisation ou un système. Pareil pour les agences immobilières qui font du locatif ou de la vente, peut-être qu'il y a des possibilités là aussi d'intégrer le DPE et de pouvoir travailler avec eux pour améliorer en tout cas et limiter je dirais, le montant des impayés. Voilà. Donc, ce Hmm. sont des sujets qui sont sur la table. Ça ne résoudra pas tout. Ça ne sera peut-être pas des gros montants. Mais en tout cas, c'est des choses que j'ai entendues de la part d'un sticker. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, j'ai souhaité le mettre autour de la table en disant, voilà, ces deux sujets, il faudra à un moment ou à un autre les aborder, mais il faudra le faire aussi avec les notaires et les professionnels de l'immobilier pour voir comment on peut essayer d'optimiser et d'accélérer en tout cas les paiements. Voilà. Donc, c'est en débat. Certains notaires ont cru que j'allais l'imposer, que ça allait tout passer par le notaire. Je dis non, de toute façon, ce n'est pas possible parce que voilà, tout passe pas par notaire déjà. Et puis, on a besoin des DPE souvent bien avant l'acte notarié. Donc, vous n'allez pas dire je mets mon bien en vente, par exemple, et si vous le Hmm. vendez 6 mois ou 9 mois après, alors là, ça serait contre-productif pour une institution parce qu'il serait payé que 9 mois après. Il ne sait même pas par quel notaire éventuellement. Voilà. Donc, tout a des limites, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, travaillons avec ces professionnels et je pense que ça sera dans l'intérêt des diagnostiqueurs qu'il y ait aussi autour de la table les notaires et les agents immobiliers. Bon, il est 11h31. J'ai mis le lien vers votre rapport et j'invite évidemment tous les diagnostiqueurs à le consulter. Il est tout à fait intéressant en termes de densité de propositions et puis de cet état des lieux qui est très détaillé de notre profession. En termes de calendrier, monsieur le député, vous évoquiez le travail de votre collègue, là, monsieur Daniel Labaronne, un député d'Indre-et-Loire, qui est à la tête d'une mission parlementaire donc, sur la création de l'ordre. Comment est-ce qu'on imagine là, les mois, les semaines et les mois qui viennent? En termes de réforme, là, pour notre profession, c'est évidemment toujours l'inquiétude des diagnostiqueurs. Alors, écoutez, Daniel Abaronne, de mémoire, hein, rendra courant septembre son rapport. Moi, je sais que j'ai un échange avec lui début septembre, donc j'en Mhm. saurai plus début septembre sur peut-être son calendrier et les propositions qu'il fera. Bon, en tout cas, moi, mon travail, il servira en tout cas de réflexion, comme tous les autres. Hein. Voilà, il en retiendra ce qu'il souhaite et ce qu'il juge utile, sachant qu'après, il est sur un rapport qui a été demandé par la ministre, donc qui devrait voilà, derrière avoir des déclinaisons ou bien sur le plan réglementaire, alors, à travers de décrets, ce qui relève de décrets, ou d'organisationnel par la ministre, ou alors sur le plan législatif. Mais législatif, ça voudrait dire qu'on démarre directement sur un ordre. Voilà. Après, j'ai mis toutes mes réserves là-dessus, mais bon, pourquoi pas si Daniel Laborde, mon collègue, considère que c'est faisable et qu'on peut démarrer tout de suite sur un ordre, on aura un débat là-dessus. Voilà. Mais c'est ça aussi. Et vous aussi, vous aurez à donner votre voix, sachant que, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas d'accord non plus en interne sur, pas forcément la création de l'ordre, mais en tout cas sur la date de la création de l'ordre. Mhm.
Bien, écoutez, il me reste à vous remercier infiniment, monsieur le député, hein, pour cet échange avec nous. Merci à vous. Bon, merci à vous. Puis si je peux me permettre, excusez-moi de ne pas vous couper, mais dire que cette réflexion et ce rapport, il va évoluer. Il faut qu'il évolue. Mhm, Voilà. Donc, mhm. ce qui est important à dire, c'est que je crois beaucoup au travail qui est fait par les diagnostiqueurs. Comme je l'ai dit, j'ai expliqué le cadre. Et que n'hésitez pas, enfin, celles et ceux qui sont en ligne ou qui participent, hein, comme d'autres l'ont fait, à essayer de prendre contact avec nous. J'essaie de contacter tout le monde, de répondre aux mails et d'échanger avec tout le monde. Parce que je pense qu'on a besoin mutuellement d'aussi d'expliquer, de trouver les bonnes solutions. Et en tout cas, j'essaierai autant que possible d'être à vos côtés. Alors, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout avec tout le monde, ça c'est normal et c'est légitime, mais en tout cas, il faudra qu'on arrive à écrire cette trajectoire qui pour moi est essentielle. Merci infiniment, monsieur le député. Passez une excellente journée. À très bientôt. Bonne journée, au Merci à revoir. tous. Au revoir.